Nous sommes réunis aujourd'hui avec des spécialistes des renommées, en tout cas qui ne sont pas très à présenter, autour de la problématique des bibliothèques, spécifiquement sur les politiques gouvernementales euh, liées aux bibliothèques dans les pays francophones. Donc, les panélistes qui vont nous entretenir autour de ces thèmes sont M. Antonin Benoît Diouf du Sénégal, M. Wenceslas, le docteur Wenceslas Maussi du Bénin et notre cher collègue du Mali, Madame Djelika Traoré. Et l'idée derrière ce panel n'est autre que de permettre à Aflia, sinon aux spécialistes de l'information, euh, de s'imprégner de comment les bibliothèques peuvent être soutenues, comment promouvoir les politiques gouvernementales dans notre espace, quel que soit le type de bibliothèque, en lien avec les décisions politiques qui sont votées dans nos pays ou bien des lois qui sont votées dans nos pays. Comment est-ce que les bibliothèques vraiment peuvent s'imprégner pour promouvoir la bibliothèque ou les bibliothèques? Donc ça, c'est un premier pan de la discussion, un des objectifs de la discussion. Et notre objectif est de permettre aux bibliothécaires, sinon aux bibliothèques, de contribuer à combler les lacunes créées par les politiques, ou même de montrer l'importance des bibliothèques par rapport à l'atteinte des objectifs des politiques gouvernementales. Donc, les questions qu'on va poser aujourd'hui vont tourner essentiellement autour de ces aspects-là, afin que les spécialistes de la question puissent avoir une idée afin de défendre les bibliothèques au sein de nos différents pays. Avant de commencer, je m'en vais faire une brève introduction, sinon une présentation de nos panélistes. À commencer par Madame Djelika Traoré. Euh, à vrai dire, ce n'est pas une bibliothécaire en tant que telle, parce que dans un panel de haut niveau comme celui-ci, le mieux aussi, c'est d'avoir une idée d'une spécialiste ou d'un spécialiste d'un autre domaine. C'est vrai, elle est passionnée de la lecture depuis l'enfance et œuvre pour le droit à une éducation de qualité pour tous les enfants, surtout au Mali, sans distinction. Elle a initié plusieurs programmes visant à promouvoir la lecture, les activités extrascolaires et la citoyenneté active. En 2019, elle a fondé Graines des champions. C'est un programme destiné aux enfants issus de milieux défavorisés afin de réduire les inégalités en matière d'accès aux ressources éducatives et ludiques. La même année, elle a lancé Junior et compagnie, une initiative qui propose des expéditions et des activités d'éducation environnementale pour sensibiliser les enfants à la préservation de la nature. Ça ne s'arrête pas là. En tant qu'ambassadrice des éditions Nouveau Horizon, elle a développé une communauté de lecture fidèle grâce à des initiatives comme Un livre dans la nature et Lisons ensemble, qui favorisent l'échange, la lecture et l'engagement social. Avec près de 10 ans d'expérience professionnelle dans les domaines du développement, de l'humanitaire et de la formation, Mme Djelika Traoré a travaillé avec diverses organisations nationales et internationales. De 2020 à 2023, elle a collaboré avec le Centre américain de l'ambassade des États-Unis au Mali pour coordonner des clubs de lecture thématiques abordant des sujets comme les droits humains, le leadership et l'entrepreneuriat. Convaincue que chacun peut être un acteur du changement, elle se positionne aujourd'hui comme une référence au Mali en matière de programmes éducatifs et d'accompagnement pour les enfants et les jeunes. Et son choix n'est pas un choix fortuit parce qu'elle a un peu un pied dans l'éducation et un pied dans la bibliothéconomie en tant que telle parce qu'elle incite les gens, les enfants à la lecture. Notre deuxième panéliste
est monsieur ou est docteur Gubetou Wenceslas Mausi. Je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom de famille. Il est maître assistant en sciences de l'information et de la communication des universités du CAMES et enseignant en poste à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Ses recherches portent principalement sur les pratiques informationnelles, les pratiques médiatiques et les usages des technologies numériques. Notre troisième panéliste est M. Antonin Benoît Diouf, qui est un professionnel sénégalais chevronné dans les domaines de la bibliothéconomie, des archives et de la gestion des connaissances. Avec plus de 30 ans d'expérience dans des institutions prestigieuses telles que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Institut africain de développement économique et de planification des Nations Unies, IDEP. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information et des bibliothèques. Il possède une grande expertise en matière d'accès ouvert, de numérisation du patrimoine documentaire africain et du rôle des bibliothèques dans les politiques de développement de l'éducation. Activement engagé dans des réseaux internationaux tels que l'AFLIA, l'IFLA, l'ICA et l'AFBD. Il a contribué de manière significative au renforcement des capacités numériques des bibliothèques africaines et à la promotion de la science ouverte en Afrique subsaharienne. Son expertise en matière de gestion électronique des documents, son plaidoyer en faveur des contenus en langue locale et sa connaissance des contributions des bibliothèques aux objectifs de développement durable font de lui une voix clé dans les discussions sur les politiques des gouvernements africains relatives aux bibliothèques et à l'accès à la connaissance. Par ma voix, Afléa vous remercie d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté d'animer ce panel. Vu vos travaux respectifs et vos emplois de temps serrés. Sans plus tarder, je m'en vais poser une première question par rapport au panel qui nous réunit aujourd'hui, qui est sur les politiques gouvernementales et les bibliothèques dans les pays francophones. L'une des premières questions que je vais poser, c'est est-ce que nos États, sinon nos pays, ont des politiques gouvernementales orientées vers les bibliothèques? Cette question est adressée en premier lieu à Dr Mahoussi. Merci de la présentation, merci de l'honneur. Permettrait que, au regard de la connexion, je ne mette pas pour le moment l'image. Et je voudrais Oui. juste vous dire que dans nos pays au sud du Sahara, il y a quelques avancées par rapport aux politiques plus gouvernementales, notamment sur les constitutions dans ces pays. On aborde la question globalement de l'accès à l'information. Et c'est sous ce couvert-là, de l'accès à l'information, qu'on peut ranger la question des politiques publiques liées à l'information. De ce point de vue-là, pour le cas béninois, nous, l'article 8 de notre constitution parle de l'accès à l'information. Et ensuite, on pourrait voir qu'il y a des lois dans le pays qui sont prises pour ça, notamment par exemple le code de l'information et de la communication, la loi parfois sur le code du numérique, et enfin une loi récente sur le patrimoine. Quand on regarde ça, il y a eu des questions qui sont relatives donc à l'accès à l'information, et notamment la question des politiques publiques liées aux bibliothèques. Mais plus avant, depuis plus de 30 ans au Bénin, en 92, il y avait ce qu'on appelle la charte culturelle qui avait clairement institué les questions d'information documentaire, notamment de bibliothèques, etc. Donc, en somme, il y a des volontés, sauf que après, on n'a pas concrètement, pour le cas béninois, des lois spécifiques sur la question, par exemple, de la lecture publique, sur la question, par exemple, de l'accès à l'information, sur la question, par exemple, des bibliothèques publiques. Mais vous avez des dispositions constitutionnelles qui essayent donc de poser le débat. Merci beaucoup, docteur Maussi, pour ces éléments de réponse. La même question sera adressée à Mme Djelika Traoré par rapport au camp malien. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence
d'une politique ou bien des politiques qui prennent en charge le domaine des bibliothèques. Merci. Vous me recevez? Oui, Alors, bonjour, Monsieur Sogoba. Bonjour aux autres invités du Sénégal et du Bénin. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce panel. Sogoba, merci pour la présentation. Alors, par rapport au cas du Mali, je dirais que les bibliothèques publiques, notamment la Bibliothèque nationale du Mali, sont des bibliothèques en fait qui sont régies par des politiques qui sont liées à la gestion du patrimoine culturel et à la promotion de la lecture. Le gouvernement, bien évidemment, a mis en place des projets de développement, des politiques de développement, je dirais, de l'éducation et de la culture. Et ce sont ces politiques-là qui affectent les bibliothèques. Et à proprement dit, je dirais que ces lois et ces politiques-là sont mises en place en fait pour vraiment un certain nombre d'éléments liés à l'éducation et à la culture et qui permettent en fait de régir tout ce qui est en lien avec les bibliothèques au Mali. ok. Merci, Madame Traoré, pour votre réponse. Monsieur Antonin, la même question vous est adressée par rapport au cas sénégalais. Oui, merci Suleiman. J'espère que vous m'entendez. Bonjour aussi à Mme Gelika Traoré, à mon confrère Benselas, docteur Benselas, que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est un plaisir donc de partager ce panel avec vous tous. Merci aussi aux spectateurs donc, qui sont en train de nous suivre. Pour le cas spécifique du Sénégal, il faut reconnaître quand même qu'il y a des lois euh, qui régissent donc le secteur des bibliothèques et qui assure la promotion du livre et même des langues nationales. Donc, un rapport historique nous amène déjà à la loi numéro 76 30 de 1976, qui organise clairement les bibliothèques publiques et institue un dépôt légal obligatoire. Donc, c'est depuis 76, en 50 ans déjà. Des décrets, donc de toujours cette année 76, établissent respectivement les réseaux nationaux de lecture publique et la Bibliothèque nationale, ce qui renforce l'infrastructure institutionnelle du secteur. Donc, la Bibliothèque nationale a été créée par décret 76 494. Mhm. Donc, ce rappel historique-là aussi vaut son pesant d'or. Plus récemment, nous avons une loi numéro 2002-17 qui crée formellement donc, la Bibliothèque nationale. Donc, c'est une reprise de l'ancien décret, donc, qui est devenu une loi et qui donc consolide davantage le cadre juridique qui entoure la création de cette Bibliothèque nationale. Cependant, malgré ces avancées, il y a une loi de 2008 sur le droit d'auteur, mais qui ne prévoit pas d'exception spécifique pour les bibliothèques, limitant donc particulièrement l'acquisition et l'utilisation des ressources numériques. Cette loi, en fait, ne permet pas aux bibliothèques d'avoir une mise complète sur l'acquisition et l'utilisation des ressources numériques, notamment en ce qui concerne la numérisation des collections, par exemple. De plus, donc, historiquement, on a connu une censure coloniale qui a pesé sur les publications en langue arabe, notamment. Et encore aujourd'hui, les langues nationales restent sous-représentées dans les bibliothèques. Donc, il y a d'autres lois aussi que je peux citer, mais qui peut-être entrent dans le cadre d'une autre question qui va venir. Et ce sont des lois qui sont liées à la propriété intellectuelle. Donc, si c'est le cas, je peux attendre ces questions-là. Ou bien, si ce n'est pas le cas, Souleymane, je peux aussi poursuivre dans la même lancée pour faire état aussi de ces lois et ces dispositions législatives qui encadrent la propriété intellectuelle. Ah, merci. Merci. Et je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau par rapport à ça pour ne pas un peu biaiser le programme par rapport aux questions. D'accord. Maintenant, une partie, ça veut dire, dans ton intervention, il y a le mot censure qui m'a un peu tiqué et par rapport à la publication en langue arabe. Ça me renvoie à une autre question. Maintenant, est-ce que les politiques existants au niveau des différents pays impactent sur le choix des collections ou les influences
soit implicitement, soit explicitement. Parce que souvent, les politiques là sont élaborées, c'est pour une bonne cause. Maintenant, dans notre domaine, puisque on est censé promouvoir la lecture, on est censé faciliter l'accès à l'information à tout le monde sans distinction. Maintenant, est-ce que les politiques là impactent négativement ou positivement sur le choix des collections? La question, comme Antonin vient d'intervenir, et c'est ce qui a fait sortir la question, je crois que Antonin, vous pouvez continuer à répondre pour faire un lien avec les textes que vous étiez en train d'évoquer. Merci. Bon, mais je dois préciser que quand je parlais de censure, j'ai bien utilisé l'adjectif colonial. Donc, quand je parle de censure coloniale, c'est vraiment la période où le Sénégal était Ah, sous c'est noté. administration française. Et Oui, c'est à cette période-là que la censure a été donc, édictée, ce qui peut être compréhensible sans être excusable. Parce qu'on était dans un contexte où peut-être l'ancien colonisateur voyait d'un mauvais œil une autre influence autre que la sienne. Donc, il faut repréciser ce débat-là. Mais depuis l'indépendance, je pense que cette censure-là n'est plus de mise et il est tout à fait autorisé pour qu'une bibliothèque acquiert des ouvrages en langue arabe. La preuve, moi, j'ai fait 20 ans d'université. Donc, on avait un collègue qui était un locuteur arabe et c'est lui qui s'occupait de l'acquisition et du traitement des documents en arabe, notamment en faisant la translittération pour pouvoir cataloguer en caractère latin. Donc, de ce côté-là, il y a pas de souci. Maintenant, pour revenir à ce qui est foncièrement lié à la propriété intellectuelle, donc l'ouverture de la connaissance, il y a des cadres juridiques tels que la loi de 1972, donc ça date de très longtemps aussi, donc qui a établi le Bureau sénégalais du droit d'auteur, qu'on appelle BSDA, et qui est devenu actuellement la SODAV. C'est une autre histoire. Il y a aussi la loi numéro 73-52, donc sur la propriété littéraire et artistique, qui vise à protéger les créateurs tout en facilitant l'accès au savoir. Donc, toutefois, ces textes présentent quelques lacunes en matière d'ouverture totale des connaissances. Donc, notamment l'absence de dispositions spécifiques favorisant l'accès ouvert. Donc, que les gens appellent actuellement open access. Et même les ressources éducatives libres. Donc, cette situation contraste notamment avec certaines recommandations internationales qui limitent ainsi fortement la diffusion libre des connaissances scientifiques et éducatives. Et donc, pour revenir à la censure, je peux dire que ce n'est pas de mise dans la législation sénégalaise, donc à ma connaissance, et que les bibliothèques sont libres d'acquérir tout type de documents, excepté peut-être dans des contextes particuliers qu'il y ait une note ou bien un dispositif temporaire ou transitoire qui interdit l'acquisition de certaines œuvres. Ça peut exister, mais ce n'est pas formellement légiféré. Voilà ce que je peux dire de ce côté-là. Merci. Merci, Monsieur Antonin, pour votre réponse. Merci. Madame Djelika, par rapport au cas malien, la même question. Est-ce que les politiques influencent sur le choix des collections à travers vos expériences? Merci. Alors, par rapport au cas malien, comme vous l'avez dit, il existe des lois maliennes sur le droit d'auteur qui sont en alignement avec les conventions internationales telles que la Convention de Berne. Cependant, ces lois-là sont parfois strictes concernant la reproduction des œuvres protégées. Et les bibliothèques peuvent avoir des difficultés à promouvoir l'accès libre aux connaissances, notamment à cause de restrictions aux droits d'auteur. Et de ce fait, vous allez voir que, il n'y a pas vraiment de loi malienne qui stipule en fait l'interdiction de production intellectuelle, comme on appelle ça, à travers la numérisation. Oui, il y a l'aspect physique de ces ressources-là qui est traité par ces lois, mais il n'y a pas vraiment de l'aspect numérique qui est pris en compte.
Donc, c'est des pratiques vraiment qui émergent par-ci, par-là pour permettre à certaines bibliothèques de numériser et d'archiver surtout ces ressources-là. Cependant, comme je le disais, la loi qui est vraiment la plus restrictive quant à la reproduction et à la diversité et à la diffusion des ressources sont vraiment dans d'autres formats physiques, comme je le disais. Et cela fait qu'aujourd'hui, le Mali est vraiment face à vraiment des situations où on a du mal non seulement à numériser certains documents clés, certaines ressources clés, mais également à les archiver de telle sorte que cela puisse quand même servir à la vulgarisation de la connaissance au sein des bibliothèques et même ailleurs. Voilà un peu ce que je peux dire à ce Merci sujet. pour vos... Ok. Merci pour vos éléments de réponse. Docteur Maussi, et par rapport au cas béninois, est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à ça? Docteur Maussi, c'est qu'il a un problème de réseau. But I Il n'est pas think he connecté, has hein. dropped off, maybe internet. So Yes, you can he comes, continue. Yes, when he yes. comes, we ask him. Thank you. Ok. Docteur Maussi a un problème de réseau sûrement. Peut-être qu'il va nous prendre sur le chemin. On va continuer avec une autre. On a parlé de l'accès à l'information, qui est capital aujourd'hui. Et avec l'actualité, depuis peut-être 2020, lors de l'avènement du Covid, donc il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises au niveau international et au niveau national. Et au niveau international, c'est surtout le côté médical ou médicinal, la santé surtout, où il y a eu beaucoup d'ouverture de données pour faciliter l'accès à l'information. Donc, nos pays, les- est-ce que dans nos pays, avec l'avènement de la COVID et les textes votés au niveau international, comme euh, les textes sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO, et les textes sur l'ouverture de la science, ces textes-là, peut-être il y a des pays qui peuvent ratifier, d'autres non. Maintenant, quelle, quelle est quelles sont les dispositions que nos différents pays au niveau de l'Afrique francophone subsaharienne, euh, quelles sont les dispositions qu'on a prises par rapport à ces textes-là pour nous rallier à la cause de l'ouverture de la science ou même au développement des ressources éducatives libres pour faciliter l'accès à l'information? La question est adressée à M. Antonin Benoît Diouf. Merci. C'est Suleiman. Je pensais avoir répondu un peu à cette question tout à l'heure, quand je disais que pour ce qui est de l'accès, l'ouverture à la connaissance, les textes que j'ai cités, surtout la loi 72-40 de 1972, et qui établissait le Bureau sénégalais du droit d'auteur, ces textes ne présentent une lacune donc significative en matière d'ouverture totale des connaissances, notamment en l'absence de dispositions spécifiques, donc il favorise l'accès ouvert, et les ressources éducatives libres. Ça peut se comprendre parce que au moment où ces textes-là étaient votés, euh, la communauté scientifique n'était pas encore dans cette posture actuelle de sciences ouvertes, accès libre aux connaissances, ressources éducatives libres. Ce sont des concepts qui sont relativement neufs et nouveaux. Donc, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que là où le plaidoyer doit se faire, c'est de revoir ces lois-là et d'essayer de les adapter au goût du jour pour qu'elles puissent permettre cette ouverture à la connaissance.
et à l'accès à la et forcer certaines barrières qui freinent cette ouverture-là. Dans la pratique et dans les faits, nous autres bibliothécaires, nous affranchissons allègrement de ces goulots-là d'étranglement. Justement, cette anticipation-là nous permet, nous, par exemple, de pouvoir, dans nos bibliothèques, remplir ce rôle de médiateur de l'information, n'importe quelle information, sans aucune censure, sans pour autant être soumis aux rigueurs de la loi. Et c'est d'autant plus important que cela doit être le déclic pour influer sur les politiques, sur les gouvernements, pour qu'ils repensent donc l'arsenal juridique lié à l'accès à la propriété intellectuelle et à l'ouverture à la connaissance. Je crois que c'est un combat qu'on doit mener. Hier, j'ai participé à un panel sur la science ouverte au niveau des universités, organisé par Wacren. On parlait de politique qui doivent être prises en compte au niveau des institutions comme base préalable pour pouvoir ensuite influer sur les politiques nationales. Et je crois que le débat tel qu'il est posé, c'est bon aussi d'avoir une certaine déconstruction pour dire que le travail de base doit se faire d'abord au niveau des bibliothèques. Il faut que nous, dans nos bibliothèques, surtout universitaires, que nous mettions en place des politiques d'accès ouvert qui pourront être après fédérées au niveau national pour avoir un consensus qui permette de légiférer de manière plus globale. Et en le faisant, embarquer aussi toutes les autres formes de bibliothèques publiques, communautaires et tout, où vraiment pour ce qui est de la législation, il y a encore un désert. Je ne parle même pas de politique parce que c'est les bibliothèques qui ne sont pas organisées telles que le sont, par exemple, les bibliothèques de l'enseignement supérieur, qui sont en consortium des fois dans des pays. Donc tout ça, c'est quelque chose, des choses qu'il faut mettre en commun pour avoir des politiques nationales coordonnées et qui puissent répondre à ce défi d'ouverture à la connaissance et au savoir. Merci. Merci, Monsieur Antonin, pour ces réponses. Et je crois que les spécialistes de l'information qui sont connectés ont bien reçu l'information par rapport à ça, du fait que le changement doit commencer au niveau des bibliothèques d'abord. Merci. Madame Djelika, qu'en est-il du cas malien par rapport aux ressources éducatives libres, par rapport aux textes votés au niveau international? Au niveau malien, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu un ralliement par rapport à ces textes-là? Merci. Et merci beaucoup, Suleiman, pour cette question-là. Comme l'a dit Monsieur Diouf, je pense que nos pays se retrouvent sur un certain nombre de situations face à certaines difficultés, telles que ben, la difficulté que nous pouvons rencontrer dans la vulgarisation en fait, de la connaissance et de l'information dans nos pays. Effectivement, tout comme d'autres pays, le Mali également a eu à se mettre en alignement avec des conventions internationales, je le disais tantôt, telles que la convention de Berne. Mais il arrive que ben, quand on traite du cas spécifique national, on se rend compte que ben, les lois qui sont mises en place sont souvent très strictes concernant la reproduction et la vulgarisation des œuvres protégées. Et cela peut affecter vraiment les bibliothèques qui peuvent avoir des difficultés à promouvoir l'accès libre aux connaissances, notamment en fait permettre vraiment au grand public d'avoir accès à un certain nombre d'œuvres parce que ben, ces œuvres-là sont protégées par des lois assez strictes. Monsieur Diouf l'avait dit tantôt, oui, les gens, comment on appelle ça, les acteurs sur le terrain essayent tant bien que mal de contourner dans la mesure du possible ces lois-là pour permettre au maximum de personnes d'avoir accès à ces ressources-là, mais cela n'est pas très évident. Alors, il a dit, ça demande quand même beaucoup de révision parce que beaucoup de nos lois-là datent de plusieurs années en arrière, plusieurs décennies, et je pense que beaucoup de ces lois-là ont besoin d'être
rafraîchies, d'être vraiment remises en fait pour répondre de telle sorte en fait aux problématiques actuelles nationales, mais également mondiales en fait pour l'accès à la connaissance et également à l'information. Merci pour vos éléments de réponse. Je crois que le docteur Wenceslas nous a rejoint. Je crois, je ne le vois plus. Bon, là, je ne le vois pas encore, mais j'allais lui poser la même question. Qu'à cela ne tient, on va évoluer. On a parlé des ressources éducatives libres. On a parlé un peu de la limite des lois et des textes qui sont votés dans nos différents pays. Et maintenant, qu'en est-il des défis liés à, à l'accès à l'information aujourd'hui? Qu'en est-il des défis liés à l'accès à l'information aujourd'hui dans nos pays? Quels en sont les grands défis? Et surtout au niveau des bibliothèques pour faciliter l'accès à l'information. Parce que les activités qu'on mène, les textes qui sont ratifiés par nos différentes autorités, la finalité, c'est faciliter l'accès à l'information au public. La question est encore adressée à M. Antonet. Merci. C'est une question qui embrasse beaucoup de choses. En fait, en préparant cette présentation, moi, j'étais parti sur la réponse aux 8 questions qui ont été posées par Afria. Et donc, répondre à cette question me pousse à devoir aller puiser dans plusieurs réponses. Parce que c'est des réponses, en fait, qui chevauchent plusieurs questions donc, qui ont été posées. Euh, Si tu peux répéter la question, Suleiman, le temps que je refasse un peu de l'ordre dans mes notes, si ça dérange pas, Euh, bien sûr. non, non, ça ne me dérange pas. Euh, bon, c'est moi qui suis un peu sorti du canal MP parce que souvent, avec des conférenciers de renommée, là, souvent, il y a des questions là qui sont des questions brûlantes et que les professionnels, là, en tout cas, aimeraient avoir des réponses. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté ces questions-là. Donc, je disais que qu'en est-il de l'accès à l'information euh, dans nos différents pays par rapport aux deux volets qu'on a survolés tout de suite, c'est-à-dire l'accès pas l'accès, mais les ressources éducatives libres et comment dire ça, la restriction des textes votés au niveau national. Voilà, c'est un peu ça. Ça nous pousse un peu à faire de la politique, c'est pas, ce n'est pas le but de l'exercice, mais tant bien que mal, essayer de répondre à ça. Euh, Oui, L'accès à l'information, quoi qu'on puisse en dire, reste un droit. Donc, oui. soit au Sénégal, aux États-Unis, au Mali, en Côte d'Ivoire, c'est un droit. Maintenant, qui est dépositaire de ce devoir de rendre accessible l'information? C'est les gouvernements d'abord, parce que c'est eux qui font les lois. Et c'est eux aussi qui donnent la latitude aux professionnels que nous sommes, les bibliothèques, donc le secteur culturel, les archives et autres, de pouvoir donc, prendre cette information-là et la mettre à disposition en respectant la loi qui est faite par le gouvernement. Donc ça revient toujours au gouvernement. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est, comme je l'ai dit tantôt et comme l'a repris aussi Mme Djelika, essayer de contourner autant que faire se peut certaines législations qui contraignent l'accès à l'information. Moi, j'ai toujours été partisan de pas de censure. J'avais même essayé de drafter un serment du bibliothécaire, comme les médecins l'ont. Et dans ce serment-là, il y avait 10 articles qui rejoignent un peu le code de déontologie de l'IFLA par rapport à l'accès à l'information. Donc, une bibliothèque, par nature, doit être une zone de franchise. C'est-à-dire, une personne qui entre dans une bibliothèque doit pouvoir trouver l'information qu'elle veut et de la meilleure des façons qui soit, et de la façon la plus rapide qui soit.
Et donc, tout ce que nous devons faire, nous, actuellement, c'est de veiller à ce que cette exceptionnalité-là, qui est l'identité des bibliothèques et des archives, puisse être maintenue et promue. Et comment la promouvoir? C'est par nos actions de tous les jours, c'est par le plaidoyer qu'on doit faire au niveau des gouvernements. Et c'est les plaidoyers aussi qu'on doit faire porter par des organismes internationaux comme AFLIA, comme IFLA, comme CIA, etc., etc. Donc, à ce niveau, pour ne pas trop empiéter dans les domaines qui peuvent être sensibles, c'est ce que je peux partager. Donc, en tant que praticien et aussi défenseur convaincu de l'accès à l'information sans restriction. Voilà, merci. Merci bien pour vos éléments de réponse. Madame Jelika, la même question vous est adressée par rapport au cas malien. Alors, Monsieur Diouf l'a dit tantôt, cette question-là, elle est assez délicate quand même, surtout pour le cas du Mali aujourd'hui qui traverse quand même un certain nombre de difficultés et l'information et son traitement peuvent être vraiment des choses très délicates. Tout ce que je peux dire, c'est que ben, il y a des directives au Mali ici qui stipulent que des publications officielles doivent être déposées au niveau des bibliothèques publiques. Mais en réalité, la mise en œuvre de cette pratique-là vraiment reste limitée par un manque de ressources déjà au niveau des bibliothèques et pour mettre en place la possibilité d'accès à ces ressources-là parce que également, ben, So I think ces His bibliothèques-là Excellence has reçoivent come très soon, rarement so parce que je disais tantôt, les bibliothèques reçoivent très rarement en fait les informations qui doivent émaner de nos gouvernements, des autres, comment on appelle ça, institutions gouvernementales. Parce que à un moment donné, quand il y a des lois qui sont là, quand il y a des politiques qui sont votées, quand il y a des décrets ou tout autre document officiel en fait qui doit être à la disposition du grand public, ben, les bibliothèques ont vraiment du mal à avoir accès à ces documents-là parce que le système mis en place pour que ces informations quittent les institutions gouvernementales et autres organismes pour être acheminées au niveau des bibliothèques. Souvent, il y a vraiment une faille, en fait, même de communication entre ces acteurs-là, à plus forte raison pour que ben, le public puisse avoir vraiment accès à ces informations, à ces connaissances-là utiles en fait. Et d'autant plus, je le disais, pour le cas du Mali, actuellement, les choses sont pas très faciles. Et l'information, c'est vraiment l'instrument aujourd'hui qui est utilisé de part et d'autre, à bon escient ou pas, mais bon, on est là et nous espérons en fait que ben, et les acteurs sur le terrain, c'est-à-dire les bibliothécaires et autres acteurs de l'information et de la connaissance, en plus des institutions gouvernementales et internationales, nous tous, en fait, nous puissions quand même arriver à travailler de telle sorte à préserver ce droit à l'information que tout citoyen a besoin, en fait. Merci. Oui, merci beaucoup Allô? pour vos éléments de Allô? réponse. Docteur, Monsieur Antonin, vous Oui, avez la main oui, je- levée. oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Mme Jelika pour aussi partager un peu le cas du Sénégal par rapport aux documents gouvernementaux. Donc, la loi 1976, le 76-30 de 1976, qui institue le dépôt légal et que j'ai cité en début de séminaire, exige effectivement la collecte des publications officielles dans les bibliothèques nationales, publiques et universitaires. Et c'est déjà une base essentielle pour la transparence de l'information. Mais aucune disposition spécifique n'oblige systématiquement ces agences-là à déposer tous les documents essentiels, tels que les budgets, les rapports, le communiqué, etc., etc. Ce qui limite donc fortement l'efficacité et la portée de la loi, cette loi 62-76,
en matière de gouvernance et de participation citoyenne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que nous, aussi, bibliothécaires, il faut qu'on se regarde aussi dans un miroir. Est-ce que nous, on doit attendre, être dans une position attentiste euh, de la part de ces gouvernements ou de ces organismes gouvernementaux qui, des fois, ne sont même pas au courant de ces lois-là, hein. Donc, les gens qui gèrent la documentation à ce niveau, ils ne savent même pas qu'ils doivent déposer ces documents-là. Est-ce que nous, il n'est pas aussi de notre devoir, dans une position proactive, d'aller chercher ces documents-là et de pouvoir les mettre à la disposition des citoyens? Donc ça aussi, c'est une question que je pose. Je pense que dans l'assistance, il y a plein de collègues qui sont dans le même cas et qui pourraient peut-être partager aussi leur propre expérience à ce niveau. Merci. Merci pour cette intervention. En tout cas, je crois que le public, ou bien sinon les spécialistes connectés, en tout cas, sont en train de tirer leurs épingles du jeu, c'est-à-dire le panel. Docteur Maussi est de retour. Euh, Merci beaucoup. un Merci parce que peu j'avais les quelques petits problèmes, soucis techniques. c'est ça. Et je m'en vais un peu, comme on a sauté, comment dire ça, quelques questions. Bon, pas sauté en tant que tel. Comme vous n'étiez pas connecté, il y a des questions qui sont passées. Donc, je vais juste essayer de combler un peu les vides en vous posant deux questions en même temps pour une seule intervention. Donc, Merci. on parlait sur les ressources éducatives libres et la restriction, peut-être, ou la limite des lois euh, dans nos différents pays. Maintenant, il y a des textes comme les recommandations des Nations Unies sur les sciences ouvertes et la recommandation des Nations Unies sur les ressources éducatives libres. Maintenant, où en est le Bénin par rapport à ça? S'il y a des évolutions par rapport à l'ouverture des données et autres. Maintenant, la question qui a été juste posée après celle-ci, c'est par rapport à l'accès à l'information euh, dans nos bibliothèques ou bien dans nos pays même. Quels en sont les défis? Quels en sont les défis au Bénin? Voilà, je crois que c'est ces deux Merci. questions. En tout cas, voilà. Merci Merci. beaucoup. Alors, pour ce qui est des ressources éducatives libres, je pense que il y a un effort en matière de politique publique gouvernementale de rendre, par exemple, gratuit l'accès aux documents dans les cours primaires. Et c'est tellement mis avec le concours des partenaires, il est mis vente interdite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre des documents dans le cadre académique. Et même à l'université aussi, il y a un encouragement à ce que les ressources soient déposées sur des plateformes pour que les étudiants aient accès à ça. On a expérimenté dans le temps du Covid il y a quelques années les cours en ligne également au Bénin. Et on voit bien qu'il y a un effort qui est fait qui va dans le sens d'aller dans ces ressources libres-là. Ensuite, sur la question de l'accès à l'information publique, et j'entendais la question de façon officielle, depuis Docteur, on ne au vous moins une entend pas dizaine bien. d'années, le gouvernement du Bénin a mis en place deux plateformes législatives et administratives ou même information juridique et judiciaire, juridique, les textes de loi de la République, où vous êtes, par exemple, les amis qui sont ici, pour avoir accès à toutes les lois ou à tous les décrets qui sont pris au Bénin. Il y a aussi un centre de documentation et d'information juridique qui a aussi une base que j'appelle base jumelle pour qu'il y ait les lois, on accède aux lois et aux décrets. Donc, je trouve que c'est un effort d'accéder à ce que j'appelle l'application officielle. Mais cet effort doit davantage être comme un défi plus loin quand on va voir dans les structures décentralisées ou déconcentrées des décisions ou des arrêtés qui sont prises. Je prends en termes de structures déconcentrées ou même indépendantes, je prends la RAC, la PDP, elles aussi, ces structures ont des sites internet où elles font accéder aux gens des bases de données sur les décisions qui sont prises. Je trouve que cet ensemble d'éléments sont assez positifs sur la question de l'accès à l'information officielle dans le pays.
Et aussi, ce qu'il faut encourager, c'est qu'il y ait une sorte d'interconnexion, une sorte de mutualisation de ces initiatives pour que n'importe quel citoyen, au-delà de la plateforme gouvernementale, On vous entend pas au-delà bien. Peut-être de le réseau cela, n'est pas assez stable. actuellement mis en place ce qu'on appelle les directions des systèmes d'information dans Docteur, les moi communes aussi. et dans les... Docteur, moi aussi. Il me semble que le réseau n'est pas totalement stable chez lui. Euh, Que cet élément soit positif, qui puisse être utilisé pour permettre Docteur, moi aussi. Euh, donc, on ne t'entend pas bien. Je crois que peut-être vous pouvez vous déconnecter. Voilà, et vous reconnecter après. OK. On va continuer avec les questions. On a parlé d'accès à l'information tout de suite. Et je crois que même s'il y a des efforts, docteur Mossi, ok. Même s'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, il y a des efforts aussi qui ont été fournis pour faciliter l'accès. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, on ne peut pas parler d'accès à l'information sans parler d'Internet. Donc, dans ce cadre, existe-t-il des politiques qui désignent les bibliothèques comme des institutions où l'accès à Internet et à la culture numérique est accessible librement ou presque à tous au sein des communautés desservies par les bibliothèques? euh, Donc, la question est adressée à M. Antonet. c'est pas exactement ça, hein. Au Bénin, Aïe, aïe, aïe. un centre numérique communautaire qui va aider à donner les compétences numériques aux Docteur Mossi, populations, mais le lien n'est pas docteur totalement Mossi, encore fait avec les bibliothèques. il a des problèmes de connexion, il continue à parler. Monsieur Antonet, vous pouvez aller, il a fermé le micro. Ou bien D'accord. je dois répéter la question. Non, c'est bon, c'est bon. J'avais compris. Tout d'abord, il faut partir d'un constat. C'est la faible pénétration numérique en Afrique francophone. Quoique à l'échelle régionale africaine, dans la globalité, on est à peu près 40% de taux de pénétration numérique. Et c'est un chiffre qui date de 2023. Peut-être qu'entre-temps, les choses ont évolué, mais même si ça évolue, je ne pense pas que ce soit très significatif. Et donc, malgré l'importance de l'accès à Internet pour l'éducation, le développement, je peux dire qu'il n'y a aucune loi sénégalaise qui désigne explicitement les bibliothèques comme des institutions chargées de fournir un accès gratuit ou abordable à Internet et donc à la culture numérique ou littératie numérique. Je connais pas de loi spécifique par rapport à ça. Donc, il n'y a aucune politique spécifique qui oblige aussi les bibliothèques publiques ou scolaires à fournir un accès à Internet. Et je pense que cette absence de cadre réglementaire peut créer un vide significatif et empêcher les bibliothèques de jouer pleinement leur rôle dans la réduction notamment de la fracture numérique et donc l'accès optimal à l'information, au savoir et aux connaissances. Donc, pour le cas du Sénégal, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Antonin. Madame Djelika, la même question vous est adressée. Est-ce qu'il y a des politiques qui désignent les bibliothèques comme des institutions où l'accès à Internet et à la culture numérique est accessible à tous au sein de la bibliothèque? Là, si vous en connaissez. Merci. J'en souris un peu quand même parce que je disais tantôt que moi, j'ai beaucoup l'impression que nos différents pays francophones se rejoignent sur plusieurs problématiques.
Et comme au Sénégal, en fait, je ne pense pas qu'il existe de politique explicite euh, concernant l'obligation de fournir un accès Internet dans les bibliothèques du Mali. Toutefois, certaines bibliothèques modernes, en particulier à Bamako, offrent un accès à Internet en partenariat avec des programmes internationaux. C'est-à-dire que ben, ce sont des bibliothèques en fait qui ont pu avoir des partenariats avec des institutions internationales qui leur permettent d'avoir quand même une certaine facilité à avoir accès à Internet pour pouvoir desservir cela à toutes ces personnes-là qui fréquentent ces bibliothèques. Par contre, quelque part dans mes recherches, j'ai pu apprendre en fait qu'il existe un certain nombre d'actions qui, par exemple, un texte législatif qui stipule en fait que des opérateurs ou les opérateurs économiques au Mali doivent contribuer à faciliter l'accès à Internet, notamment par le biais de subventions ou de forfaits qui permettraient en fait d'assurer un accès Internet plus abordable ou plus facile en fait la population. Et ce type de politique favorise la numérisation dans les bibliothèques et l'intégration des technologies dans l'éducation. Et cette initiative est soutenue par Internet Society, qui est une structure qui existe au Mali pour la promotion en fait de l'accès à Internet pour tout le monde. Mais après, je ne pense pas que même ce point-là, ce texte législatif-là soit vraiment mis en vigueur sur le terrain parce que ben, j'ai l'habitude vraiment d'aller dans les bibliothèques nationales où vraiment il n'y a pas vraiment d'accès à Internet ou bien c'est les mêmes coûts que quand tu te rends dans un cybercafé ou bien quand tu te rends dans une bibliothèque privée ici à Bamako. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci, Madame Djelika. Je crois que vous avez un peu répondu à ma question suivante. Qu'à cela ne tienne, il y a la main de Monsieur Antonin qui est levée. Vous avez la parole. Oui, Suleiman, en fait, je voulais aussi préciser, parce que j'ai répondu à la question concernant le cadre législatif. Donc, pour dire qu'il y avait un désert à ce niveau. Mais cela ne veut pas dire que dans les bibliothèques locales, ici au Sénégal, qu'il n'y a pas d'accès à Internet. Et ça rejoint un peu ce qu'a développé Mme Djelika. Ce sont souvent des initiatives privées, entre guillemets, ou bien des initiatives qui se font en dehors du cadre législatif pour permettre cet accès à Internet. Donc, c'était cette précision que je voulais faire. Donc, effectivement, dans plein de bibliothèques et de médiathèques qui sont dans le pays, on peut avoir un accès à Internet, mais pas forcément résultant d'une législation donc, qui impose à ces médiathèques-là ou à ces bibliothèques d'avoir, de donner la possibilité à leurs utilisateurs d'avoir accès à Internet par le biais de ces institutions. Donc, c'est la précision que je voulais faire. Merci. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y avait une petite nuance qui a été levée tout de suite avec votre intervention. Et la question que j'allais poser a été répondue lors de vos différentes interventions tout de suite. Ce que je vais poser comme question, c'est un peu en rapport avec le financement des bibliothèques. Comment est-ce que dans vos pays, les bibliothèques sont financées? Est-ce qu'il y a un fonds dédié aux bibliothèques? Je sais que la plupart des bibliothèques sont liées au ministère de la Culture, peut-être même à la présidence, peut-être. C'est pas très fréquent. La plupart est liée au ministère de la Culture. Est-ce qu'il y a un fonds dédié au financement des bibliothèques dans vos pays? Si oui, il faut argumenter. Dans les cas contraires, s'il n'y a pas de fonds, comment est-ce que les bibliothèques fonctionnent sans le financement de l'État? Monsieur Antonin, la question que vous avez adressée, il me semble qu'on a perdu docteur moi aussi. Voilà. Merci.
D'accord. Là aussi, il n'y a pas de financement direct des bibliothèques. Mais toutefois, en évoquant l'histoire, donc il y a une loi de 1971 qui date aussi de très longtemps, c'est la loi 71-58, qui exonère le livre de taxes douanières. Donc les livres qui sont importés ne paient pas de taxes douanières. C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même quand j'étais en bibliothèque universitaire, notamment responsable d'acquisition de livres, donc en masse. On avait cette flexibilité-là d'exonération douanière, donc qui faisait que les livres nous coûtaient moins cher que dans le domaine public. Il y a aussi une loi de 1980, c'est la loi 80-37, exonère de TVA les journaux et les périodiques, donc la production des journaux et des périodiques au Sénégal. Mais il n'y a pas de fonds national qui est durable, donc qui est spécifiquement dédié au financement des bibliothèques. Les ressources, elles proviennent principalement de l'État et des collectivités locales, ce qui entraîne souvent une instabilité et un financement insuffisant pour répondre aux besoins croissants, surtout en contexte de bibliothèque moderne, où non seulement il faut acquérir une documentation analogique, donc sous forme papier par exemple, mais aussi une documentation numérique, sachant que les bases de données électroniques, même pour des bibliothèques communautaires ou publiques, sont très chères. Et comment on contourne ça dans la pratique? C'est le biais de partenariat. Donc, pour nous, avec certains organismes ONG internationaux qui aident donc les bibliothèques à contourner cet effet du financement. Donc, voilà ce que je peux dire aussi à ce propos pour l'instant. Merci. Pour vos éléments de réponse. Madame Traoré, qu'en est-il du cas malien par rapport à cette question, le financement des bibliothèques? S'il y a des fonds qui sont dédiés à ça ou bien s'il y a des partenaires qui travaillent autour du livre pour financer les activités en tout cas, de lecture. Alors, pour le cas du Mali, j'en profite pour mentionner qu'il y a environ 240 bibliothèques au Mali. Quand je dis 240 bibliothèques, il y a non seulement les bibliothèques publiques, mais il y a également les bibliothèques privées. Et la Bibliothèque nationale est régie vraiment par les politiques qui sont liées à la gestion du patrimoine culturel et à la promotion de la lecture. Ce qui veut dire que, ben, il y a quand même plusieurs institutions gouvernementales qui se rejoignent par rapport à la gestion de ces bibliothèques-là, à savoir et la culture et l'éducation. Mais en tant que tel, il n'existe pas vraiment de fonds qui, euh, qui prennent en charge les financements des bibliothèques publiques ici au Mali. C'est comment on appelle ça? C'est des possibilités par-ci, par-là de financement qui viennent euh, plus concrètement, en fait, de subventions internationales et tout ce que l'État alloue en tant que ben, ressources à ces institutions bibliothèques-là, la plupart du temps, c'est insuffisant pour permettre à ces bibliothèques-là vraiment de pouvoir émerger et pouvoir vraiment maintenir un bon accès aux ressources et tout ce qui rentre en jeu, en tout cas dans la gestion des bibliothèques. Donc, la plupart des bibliothèques, par exemple, publiques, sont quand même financées par des projets et c'est pas vraiment des financements ponctuels, c'est vraiment en lien avec voilà, des projets qui viennent, qui partent. Il y a peut-être deux exemples que moi j'aimerais bien mentionner. C'est, comment on appelle ça, au niveau comment on appelle? Je perds mon mot, excusez-moi. Au niveau du centre américain, j'y arrive. Au niveau du centre américain de l'ambassade des États-Unis, je sais que ben, il y a un projet qui a été initié il y a quelques années.
c'était quand même de fournir un espace d'accès à l'information et aux ressources éducatives à travers, en fait, un coin, je ne vais pas forcément appeler une bibliothèque, mais un espace, en fait, qui a été dédié pour pouvoir mettre à la disposition d'étudiants au niveau de l'Université de Kavala pour avoir accès à ces, comment on appelle, aux ressources. Et ce projet-là, je le disais tantôt, c'est un projet qui a été mis en œuvre par le Centre américain, c'est-à-dire par l'ambassade des États-Unis à travers son centre américain. Et il y a également, je pense, un projet qui en cours de mise en œuvre, je pense, par la direction nationale des bibliothèques qui est en cours de mise en œuvre. Et ce projet-là a été, euh, comment on appelle ça, soumis au niveau du gouvernement pour que ben, on puisse quand même avoir un accès au financement pour pouvoir rafraîchir, si je peux utiliser ce mot-là, rafraîchir les bibliothèques nationales à Bamako et à l'intérieur du Mali. Voilà ma réponse face à cette question. Merci beaucoup. Merci, Suleiman, Madame Traoré. Suleiman, si Oui, tu permets. oui, allez-y. Oui, oui, il faut aussi noter l'exception que constituent les bibliothèques universitaires. Les bibliothèques universitaires, un tant soit peu, sont financées directement. Bon, là, c'est toujours l'État, quoi. Ils ont toujours un budget de fonctionnement, et dans ce budget de fonctionnement-là, il y a une partie qui est toujours liée aux acquisitions de livres. Donc, tant bien que mal, à ce niveau, il y a une certaine constance qui fait que ces bibliothèques universitaires peuvent donc acquérir des documents euh, pour chaque année avoir une collection donc augmentée aussi bien en quantité qu'en qualité. Même si faut déplorer l'insuffisance des budgets à ce niveau. Euh, c'est une précision aussi qu'il faut faire au niveau du Sénégal. Donc les universités, les bibliothèques universitaires ont toujours des budgets prévus pour l'acquisition de documents. Voilà, merci. Oui. Merci, Antonin, pour attirer notre attention sur ça. Effectivement, quand on parle de financement, c'est vrai que les bibliothèques universitaires sont prises en compte dans le budget de l'université, même si c'est peu. Voilà. Bon, ici aussi, la spécificité, c'est aussi que souvent, il y a des bibliothèques spécialisées qui sont un peu prises en compte aussi dans le budget des différentes institutions. Tout à fait. Voilà, il y a cette possibilité aussi. Voilà. Donc, Euh, on va euh, vers... oui, 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 peut-être aussi allez-y. pour faire un Mhm. complément par rapport à ce que M. Diouf a dit, c'est aussi en Oui, fait que cette disparité d'accès aux ressources entre, comment on appelle, l'éducation primaire et l'éducation supérieure dans nos pays. Je pense tout comme le Mali aussi, il y a le Sénégal, je dirais, il y a aussi en fait cette priorité qui est un peu donnée quand même à l'enseignement supérieur en matière de politique publique, de programmes et même de financement en fait. Et contrairement quand même à l'enseignement primaire qui semble être moins pris en compte quant à vraiment à la disponibilité et à l'accès des ressources en termes voilà, de livres, de documentation, d'informations, voilà, et pour les enfants, mais également pour les encadreurs, c'est-à-dire les enseignants et tout le corps professoral. Tout à fait. oui, oui. Merci, Madame Traoré, pour ces éléments de réponse. On va vers la fin de ce panel avec une dernière question euh, sur les langues nationales. Et de plus en plus, on entend parler de souveraineté. De souveraineté. Bon, quand on vient en matière culturelle, la souveraineté, c'est d'abord un peu
l'adoption, le fait de parler de sa langue locale, sa langue nationale, sa langue maternelle. Donc, qu'en est-il de l'intégration de nos langues nationales, tant au niveau, au volet éducatif, que dans nos bibliothèques, la traduction des documents, dans les langues nationales? Quelle est la situation au niveau du Sénégal? Ok, Monsieur Antoine. oui, oui. Au niveau du Sénégal, il y a quand même une politique éducative qui est clairement définie par ce qu'on appelle la loi d'orientation de 1991. Si les souvenirs sont bons. C'est la loi 91-22, 91 de 1991. Cette loi, elle met fortement l'accent sur l'utilisation des langues nationales dans l'éducation préscolaire et fondamentale. Euh, Dans l'application, ça n'a pas connu peut-être l'effet escompté en termes de succès et euh, je sais pas, d'universalité, entre guillemets. Euh, Ça n'a pas été adopté partout dans le pays, mais cette loi, elle existe. Donc, au moins, la législation, elle permet ça. Maintenant, pour ce qui est des bibliothèques, là aussi, tout est lié en fait. Si, par exemple, les bibliothèques scolaires ne sont pas mises en avant dans la politique nationale, il va sans dire que l'équipement de ces bibliothèques-là en langue nationale ne va pas suivre aussi une loi, par exemple, qui impose ou qui favorise l'utilisation des langues nationales dans les écoles. Donc, c'est un peu des situations qui sont corollaires et qui sont faciles à comprendre. Il y a aussi un décret de 1986, c'est le décret 86 du 19 juillet 1986, le décret 86-877, euh, qui, qui crée une division spécifique de l'éducation artistique, spécifique à l'éducation artistique et l'éducation aux langues nationales au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un décret d'application. Donc, je suppose que ce décret-là aussi, euh, dans les faits, est-ce que c'est quelque chose qui est appliqué en totalité? Je ne sais pas et je ne crois pas. Mais c'est des pistes aussi que les bibliothèques pourraient suivre pour contribuer à renforcer ces politiques, surtout en développement des collections ciblées et voire même assister à la création de programmes culturels publics en langue nationale. Récemment, il y a eu, je crois qu'il y a des collègues sénégalais qui sont dans l'assistance, ils pourront confirmer ou infirmer. Je crois qu'il y a une politique qui a été mise en avant pour vraiment institutionnaliser l'usage des langues nationales au niveau des écoles. Bon, c'est quelque chose que je suis un peu de loin, mais je pense que cette initiative-là aussi existe. Et toutes ces politiques-là constituent donc une opportunité pour les bibliothèques. Donc, ils peuvent jouer vraiment un rôle clé dans la création et la diffusion de ressources éducatives ouvertes en langue nationale. Et en partenariat surtout avec des associations qui s'occupent de ces volets-là dans les pays. Voilà. Et ça nous permettrait, nous, bibliothécaires, de soutenir activement ces initiatives éducatives. Voilà ce que je pouvais partager pour l'instant. À ce propos. Merci. Oui, merci, Monsieur Diouf. Vraiment, on en a appris beaucoup sur le cas sénégalais. Madame Djerika, qu'en est-il du Mali par rapport à l'utilisation des langues nationales au niveau éducatif et peut-être même dans les bibliothèques, ou bien la traduction même des documents, surtout les outils ou bien les livres éducatifs au niveau du primaire ou du secondaire. Merci. Alors, merci Suleiman pour cette question. Alors, le gouvernement malien met en place des politiques de développement de l'éducation et de la culture qui affectent notamment les bibliothèques. Cependant, il se trouve que les acteurs sont souvent limités par un manque de financement. Voilà ce sujet qui revient toujours pour diversifier en fait les collections. Et les ressources qui sont disponibles sont principalement en français
et les collections numériques sont encore très limitées ici au Mali. Alors, quant à l'enseignement en langue locale, c'est vraiment un domaine. C'est vrai qu'à un moment donné, on a tenté de mettre en place ce système-là, mais aujourd'hui, de ce que je sais, c'est un domaine qui est de moins en moins exploité. Et cela vraiment limite la diversité des ressources disponibles. Ça, vraiment, ça, c'est, je parle en termes d'actions concrètes posées par les autorités gouvernementales. Mais ailleurs, dans des, comment on appelle, dans des initiatives individuelles ou associatives, il se trouve que ben, il y a des associations, par exemple, comme l'Association malienne des langues ou l'association sous-régionale Akalan qui travaille activement en fait à la promotion des langues locales et la promotion également des ressources culturelles en lien avec la littérature et les connaissances traditionnelles. Ceci, je vais dire comme ça, sont des initiatives clés qui permettent de favoriser l'inclusion des langues locales dans les politiques éducatives et donc potentiellement dans l'offre des bibliothèques et des programmes éducatifs. Donc, c'est un peu tout ce que je peux dire pour le cas du Mali en termes de comment on appelle ça, de vulgarisation, de promotion des langues nationales au sein de l'enseignement, mais également au niveau des bibliothèques nationales du Mali. Merci pour vos éléments de réponse. Je crois qu'on tend vers la fin de ce panel. Et en tout cas, avec les questions, la réponse aux questions, je crois que la plupart des professionnels connectés n'ont plus soif de savoir par rapport aux questions posées. Euh, Qu'à cela ne tienne, si nos professionnels ont des questions à poser, on peut leur donner le micro, en tout cas ils peuvent lever la main pour qu'on leur donne la parole. En tout cas, on a à peu près 10 minutes. 10 minutes. On va prendre quelques questions afin de clore. Monsieur Diouf demande la parole d'abord. Oui, Oui, pas seulement des questions, hein, c'est tous des experts, donc on a plus besoin de contributions de leur part. vous avez raison, vous avez raison. Le maire Ali. S'il y a des questions ou des amendements par rapport à tout ce qui a été discuté par les professionnels, même si on a perdu Dr Maussi, je crois que M. Antonet et Mme Djelik ont vraiment développé les différentes questions. S'il y a des apports, vraiment, on ne peut que les prendre, vraiment. Il y a Adama Babacar Jong, voilà, si vous en souvenez. Ok, Adama a levé la main. Euh, on va lui donner la parole. Adama, j'ai activé ton micro. Monsieur Koné, j'ai activé ton micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Bonjour Suleiman, bonjour à tous les panélistes et à tous les collègues. Donc, je voudrais remercier en tout cas les panélistes pour avoir partagé leur point de vue, même si on a perdu aussi. La question que je voudrais poser à eux tous, c'est que, voilà, finalement, selon vous, quelle peut être la solution? Parce que le tableau qui est dépeint n'est pas bon dans tous les pays. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Nous, en tant qu'acteurs, soit des bibliothèques, en tant qu'acteurs donc de la promotion, de la lecture, des connaissances locales, tout ça. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Merci, Monsieur Koné, pour cette question qui est d'importance capitale aussi. Parce que c'est vrai, il y a des problèmes partout. Si on se rapporte en tout cas aux questions posées,
mais je crois qu'il y a espoir. On va essayer de recenser les questions d'abord avant de répondre. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux demander aux panélistes de répondre à cette première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Madame Djelika, est-ce que vous pouvez répondre à cette question avant qu'on ne donne la parole à Monsieur Antonin? D'accord, merci à l'intervenant pour cette question-là. Moi, je pense que au Mali, ici, moi et plusieurs autres personnes, initiatives individuelles, initiatives collectives ont déjà commencé en fait à œuvrer pour vraiment, comment on appelle, réaliser un peu ce tableau-là, de telle sorte en fait que oui, il y a des mécanismes politiques, il y a des politiques gouvernementales qui doivent être mises en place pour vraiment, comment on appelle, promouvoir les bibliothèques, les livres, la lecture et toutes les ressources éducatives en fait qui permettent quand même à nos nations de pouvoir avoir accès de pouvoir avoir accès à l'information et à la connaissance. Donc, ce que moi je suggérerais plutôt, c'est vraiment un renforcement des politiques publiques concernant déjà le cas de l'enseignement primaire, parce que c'est beaucoup sur cet aspect-là que moi je travaille, tout ce qui est l'éducation inclusive, la petite enfance, ça c'est vraiment mon domaine d'intervention ici au Mali. C'est vraiment mettre en place plus de politiques qui non seulement qui font la promotion, mais que ces politiques-là soient vraiment, comment on appelle ça, soient vraiment mises en œuvre, que ça reste pas vraiment des textes qui sont au placard comme ça et qui sont pas exécutés. La deuxième euh, proposition de solution que je ferais, c'est de faciliter vraiment le soutien aux initiatives de numérisation parce que ben, on est aujourd'hui dans un monde où le digital porte mieux et loin que d'autres formats de ressources éducatif. Donc, c'est vraiment activer ce dynamisme digital, en fait, de toutes nos ressources, de telle sorte qu'ils puissent avoir quand même un accès assez facile aux acteurs et toutes personnes intéressées. Le troisième point que je mentionnerais, c'est peut-être les partenariats avec des acteurs privés pour garantir vraiment un meilleur accès et aux ressources et avec une multitude de possibilités. Et c'est vraiment ce que je pourrais ajouter en finissant aussi en terminant en disant que des panels comme ceci-là sont également un moyen pour nous autres acteurs de différents domaines, oui, mais également des domaines aussi qui se rejoignent finalement, de pouvoir s'enquérir de ce qui se fait ici et là, de nous imprégner des réalités, des expériences euh, et de pouvoir vraiment implémenter voilà ce qui marche ailleurs en tenant compte du contexte local. Voilà un peu ce que je pourrais donner comme élément de réponse à la question de notre cher intervenant. Merci. Ok, merci Madame Djelika pour ces éléments de réponse. Et Monsieur Antonin, je crois que vous n'avez que 2 minutes pour répondre. Je crois qu'on tend vers la fin, mais vous avez la parole pour répondre en 2 minutes. Inch'Allah. D'accord, je vais essayer de répondre à Adama, que je salue au passage. Euh, Moi, je pense que le principal leitmotiv, c'est faire du bruit. Faire du bruit, ça peut prendre plusieurs formes. Et je vais passer par celui des associations nationales, les bibliothécaires, archivistes, documentaristes en général. On est dans le contexte de AFLIA, qui est une fédération d'associations.
Je pense que nos associations n'en font pas toujours plus qu'ils devraient le faire. Je vous mets dedans hein, parce que j'ai été aussi responsable d'association depuis plusieurs années. Adama l'a été. Je vois Estelle aussi qui est sur le panel. Il faut que nous soyons de plus en plus proactifs. Et faire du bruit, c'est pas forcément agir comme un syndicat. C'est essayer de soutenir toute initiative privée. Je vois par exemple Madame Kenika, avec tout ce que j'ai eu comme information par rapport à ses postures professionnelles au niveau du Mali, ce qu'elle est en train de faire en communauté. Elle doit pouvoir compter sur l'association malienne, donc pour avoir plus de visibilité et plus d'appui. Et en le faisant, les politiques, il ne faut pas se voiler la face, hein. Eux, ce qui les motive, c'est la loi du nombre. Quand ils voient, par exemple, que dans une association de bibliothécaires au Mali, il y a 10 000 adhérents, mais ces 10 000 adhérents-là vont forcément influer positivement sur la prise en compte de leurs aspirations. Vous allez voir une AG où le ministre sera présent, par exemple, ou bien il va dépêcher quelqu'un parce que derrière, il voit peut-être une plus-value électorale. Il ne faut pas se voiler la face. Il nous manque cet engagement-là pour nous rendre plus visibles dans nos pays. Et ça passe par nous, les associations. Et donc, aussi produire, c'est-à-dire, nous tous, nous sommes acteurs de ce secteur. Nous avons des expériences diverses dans plein de domaines. Je le trouve toujours anormal, par exemple, qu'au Sénégal, qu'on n'ait pas une revue professionnelle, par exemple, des sciences de l'information, des bibliothèques et des archives, qu'on n'ait pas une revue au niveau sous-régional francophone, par exemple. C'est des éléments qui offrent de la visibilité à l'action des bibliothécaires, des archivistes, des documentalistes. Et il faut de plus en plus aussi que nous investissions dans ces dispositifs-là pour montrer qu'on existe. Parce que j'ai l'impression que les gens, en fait, ne voient pas que nous sommes là. Ils savent très bien ce que sont les bibliothèques parce que la plupart de nos gouvernants, ils sont allés dans des universités, ils ont fait des universités européennes, ils ont fait des thèses. Et pour faire des thèses, pour écrire des mémoires, pour même assimiler des leçons, il faut aller en bibliothèque. Donc, ils savent que les bibliothèques sont utiles. Mais pourquoi maintenant ils n'accompagnent pas ces bibliothèques-là quand ils sont au pouvoir ou bien quand ils sont aux affaires? C'est parce que tout simplement, parce qu'ils ne voient pas la plus-value. Et les bibliothèques, les archives, ils sont dans le domaine culturel et ils sont dans un modèle inversé, un modèle économique inversé. Là-bas, ce n'est plus la demande, ce n'est plus l'offre qui détermine non, ce n'est plus la demande qui détermine l'offre, mais c'est l'offre qui détermine la demande. Les gens viennent en bibliothèque ou en archive parce qu'ils pensent qu'en y allant, ils vont trouver de la plus-value pour leur propre vie. C'est pas l'appareil, par exemple, qu'une personne qui va aller en boutique pour acheter du riz ou bien de la tchéké, parce qu'il en a besoin pour vivre. Donc, le vendeur d'attiqué, c'est sûr qu'il aura toujours quelqu'un pour venir acheter son produit. Alors que le bibliothécaire ou l'archiviste, il peut rester un mois sans voir personne parce que les gens ne savent pas, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de la bibliothèque. Donc, c'est à nous d'aller dire à ces gens-là, voilà nous ce que nous proposons, voilà nous ce que nous proposons pour que ce pays puisse avancer dans tel domaine. Et en le faisant, avant cette proactivité, je pense que tôt ou tard, les portes ne feront que s'ouvrir devant nous et peut-être nous aider à sortir de ce marasme-là que nous tous nous constatons depuis des années. Voilà schématiquement ce que je pouvais dire à ce propos. Il faut que nos associations soient de plus en plus proactives et plus tournées vers l'offensive. L'offensive dans le bon sens, bien sûr. Voilà, merci. Merci à vous, chers panélistes et chers collègues connectés qui ont posé des questions, même ceux qui n'ont pas posé de questions, parce que Suleiman, ça veut dire excuse-moi, qu'il y a... Oui, excuse-moi, Suleiman, excuse-moi. Donc, Adama qui avait posé la question, il faut qu'il nous dise s'il est satisfait de nos questions ou pas, de nos réponses. président. Monsieur Koné, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse ou bien vous voulez aussi ajouter quelque chose? Monsieur Koné? Attends, j'avais fermé son micro. Oh, Voilà, je crois que tu dois m'entendre maintenant. je t'entends. Mais Antonin, si je dis que je ne suis pas satisfait, tu vas faire quoi? Tu pourras me satisfaire aujourd'hui? Non, je dis ça pour plaisanter. L'objectif n'est pas d'avoir des réponses complètes parce qu'elles n'existent pas, mais je pense que c'est surtout ça. Voilà, et je suis satisfait. Parce que je voudrais qu'au-delà de ce qu'on attend de l'État, que nous aussi, voilà, on continue de faire notre part
Il y a des associations qui se battent, c'est pas facile, mais comme Antonio l'a dit, voilà, tant qu'on n'a pas d'association capable de produire ou de conduire le changement qu'on veut, bon, on doit essayer, voilà, au Mali ou un peu partout. À tous les collègues, voilà, engageons-nous dans nos associations. Si on est nombreux, on pourra faire changer les choses positivement. Parce que nos décideurs, ils savent, comme Antonio l'a dit, le bien fondé de tout ce qu'on fait, mais voilà, ils prennent pas de décision et puis il n'y a rien, quoi. Je me rappelle, moi, en 2015, à la faveur du congrès de l'ICA, la Côte d'Ivoire était de l'IFLA, pardon, au Cap. La Côte d'Ivoire était l'un des rares pays de la région à signer ce qu'on appelait la déclaration du Cap. Voilà, j'étais encore président de notre association. J'ai tout fait ici même pour rencontrer le ministre, mais voilà, j'ai jamais eu de rendez-vous. Mais voilà, il faut qu'on se batte. On n'est pas écouté parce que moi, quand je présidais l'association, on n'a jamais eu plus de 50 membres actifs pour toute la Côte d'Ivoire et ce nombre-là n'est pas suffisant. Donc, aux collègues, engageons-nous dans nos associations. Et puis, quand on fait des activités, des actions via les réseaux sociaux et toutes les plateformes qu'on trouve, il faut essayer de donner de la visibilité à ce que nous savons faire. Quand on voit des activités autour du livre, autour de la lecture aussi, essayez de les partager, essayons même de participer. Voilà, il le faut. La preuve, vous voyez aujourd'hui ce webinaire, bon, on ne voit pas le nombre de participants, mais je ne pense pas qu'on soit nombreux actuellement et ce n'est pas bon. Si on veut que les choses changent, alors il faut que nous-mêmes, on soit acteurs de ce changement. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, Président Koné, pour vraiment cette doléance, en tout cas, qui nous va droit au cœur. Et ça montre qu'il y a des leaders qui se préoccupent de la cause des bibliothèques. Et nous allons, sans plus tarder, je vais remercier Monsieur Diouf, Madame Djelika, Docteur Maussi, en tout cas avec les aléas du numérique n'est plus connecté. Nous les remercions pour le temps qu'ils nous ont consacré afin d'animer ce panel et surtout la thématique qui est vraiment une thématique assez politique, mais qui engage les bibliothèques. Parce qu'à ce que je sache, je ne sais pas quelle est l'idée derrière le choix de ces panels, mais il y a de cela 2 ans, euh, IFLA a contacté différents leaders des bibliothèques pour voir au niveau national si on peut intégrer les bibliothèques dans l'élaboration des politiques nationales qu'on appelle examens nationaux volontaires, ENV. Ça a été fait il y a 2 ans. Maintenant, souvent, ils choisissent des pays, en tout cas, selon un critère bien précis. Donc, je crois que j'ai un peu fait le lien. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est important quand même que les bibliothèques soient intégrées dans l'élaboration des documents politiques. Donc, je crois que c'est très important, le choix de ce thème-là. Aflia avait choisi 2 jours pour animer ce thème. Je crois qu'on a épuisé après la plupart des questions en une journée. Et je crois qu'on va s'en tenir à ça. Nous ne cesserons de remercier nos panélistes et nos spectateurs ou sinon nos professionnels de l'information qui sont connectés. En ayant en tout cas une lueur d'espoir pour le changement et pour le déclic qui a été fait à travers les différentes interventions par rapport aux défis liés aux bibliothèques, liés à l'accès à l'information, liés à l'Internet. Il y a trop de défis. Mais qu'à cela ne tienne, vraiment, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits. Donc, on ne peut que remercier en tout cas l'assistance, remercier aussi Aflia pour nous avoir donné cette occasion d'animer le thème de la politique gouvernementale et le lien avec les bibliothèques dans les pays francophones. Et on les remercie et on remercie chaque panéliste. Merci et à la prochaine. Merci Suleiman, merci collègue. Merci. Au Bonne revoir. journée. Merci Suleiman pour Merci. l'invitation et merci à l'association et à tous les intervenants participants. À très bientôt. Merci. Au revoir. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ouais, ouais, Stanley, au revoir. Thank you. Oui, oui.
Right. Thank you, everybody. Bye-bye.